Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce webinaire qui est consacré à un état des lieux du financement de l'égalité de genre. Juste quelques précisions, Anne l'a dit tout à l'heure, mais cette session est enregistrée, donc les personnes qui désirent ne pas être enregistrées, donc nous l'indiquer voilà, rapidement. Alors, vous pourrez juste vous signaler, oui, en levant la main, c'est ça. Alors, j'ai le plaisir de modérer cette session et je me présente. Je suis Faouzia Babaïssa, cofondatrice du Fonds pour les femmes en Méditerranée, un fonds féministe qui soutient les organisations de femmes et féministes dans 21 pays de la Méditerranée. Mais je suis surtout là aujourd'hui en tant que représentante et membre de la coalition pour une philanthropie féministe qui est à l'initiative avec le Centre français des fondations de ce webinaire. À ce titre, je tiens particulièrement à remercier le Centre français des fondations qui nous donne l'opportunité de présenter cette thématique importante et entre autres Benjamin Blavier, donc son délégué général qui a pris la parole juste avant, et aussi à remercier Anne Fleury qui nous a accompagnés dans l'organisation de ce webinaire. Donc vraiment merci Anne pour cela. Alors, je suis accompagnée dans ce webinaire par 3 expertes qui sont Clémence Perronnet, chercheuse et sociologue à l'agence phare, Anne-Cécile Mafer, qui est présidente de la Fondation des femmes, et Bathilde Missika, qui est chef de la division des réseaux, des partenariats et de l'égalité des sexes, qui sont au centre du développement de l'OCDE. Je vous donnerai la parole dans quelques minutes. J'ai la tâche de devoir introduire ce webinaire et c'est avec un grand plaisir que je le fais pour la coalition pour une philanthropie féministe puisqu'on m'a demandé d'introduire cette coalition, d'expliquer dans quel contexte évidemment cette coalition s'est créée et pourquoi cette enquête et dans quel contexte nous avançons aujourd'hui. Alors, il faut savoir que la coalition pour une philanthropie féministe que je représente aujourd'hui, ce sont en fait des fondations qui ont décidé de se réunir. Vous voyez la liste des fondations, elle est sur la diapositive, pour essayer de faire bouger les lignes, et c'est le cas de le dire aujourd'hui dans ce webinaire, en France, en ce qui concerne la philanthropie privée. D'abord la sensibiliser, mais aussi la mobiliser aujourd'hui davantage pour qu'il y ait plus de ressources qui va aux organisations de femmes et féministes, ce qui n'est toujours pas le cas, on est encore très très loin du compte. Alors pourquoi on veut faire bouger ces lignes? Eh bien parce que le constat est assez amer pour dire la vérité, et plus on avance, plus quelquefois les situations s'aggravent par rapport à la situation aujourd'hui du mouvement des femmes féministes dans le monde, par rapport aujourd'hui à la montée, comme l'a dit déjà tout à l'heure Benjamin Blavier, du mouvement anti-genre, de régimes autoritaires qui s'installent un peu partout et qui restreignent les libertés fondamentales, et entre autres bien sûr les premières ciblées ce sont toujours les associations de femmes et les droits des femmes d'une façon plus générale. Alors, on ne sait pas beaucoup de choses sur la philanthropie privée au regard de l'égalité du genre. Et particulièrement en France, il y avait une étude qui avait été menée en 2011 sur la philanthropie privée, mais pas celle qui est destinée qui cible le développement et plus particulièrement l'égalité de genre, parce que ça, l'OCDE évidemment fait un travail remarquable là-dessus et Bathilde Missika nous en parlera tout à l'heure. Mais là, il s'agissait d'une étude qui touchait à peu près des fondations privées en Europe. Elle a été menée en 2011. Vous voyez combien ça remonte déjà à longtemps, cette étude. Et elle montrait déjà en 2011 que c'était une étude qui avait été demandée par le Fonds féministe Mamakash, qui est un très grand fonds féministe européen et qui est actuellement aux Pays-Bas, un pays qui voit une régression assez importante. Et elle avait été menée par Welsblatt et associés. Et on montrait dans cette étude déjà qu'il y avait
peu d'investissement de la philanthropie vis-à-vis d'un domaine qui est censé être transversal. 37% des fondations seulement qui avaient financé un peu ou prou des initiatives en faveur de l'égalité de genre. Et là-dedans, si on regarde évidemment au volume financier, c'est-à-dire le montant total des subventions qui avaient été allouées par ces fondations à l'égalité de genre, et plus particulièrement à l'époque, c'était plus ciblé initiative en faveur des femmes et des filles, eh bien ça représentait que 5%, qui était très peu. Très peu d'études ont été faites de cette ampleur par la suite. Et nous, au Fonds pour les femmes en Méditerranée, on avait regardé à travers les demandes de subventions que nous faisaient les associations, quels étaient les bailleurs de fonds principalement et quels étaient les bailleurs de fonds en France qui finançaient l'égalité de genre. Et on arrivait à des résultats qui étaient à peu près similaires, sachant que notre enquête était tout à fait modeste à l'époque, et c'était en 2018. Alors, on ne s'étonnera pas naturellement qu'à partir de là, on voit que les organisations de femmes et les associations féministes, d'une façon plus générale, celles qui travaillent dans ce domaine-là, en tous les cas, sont dans une précarité qui est très très grande, puisque leur budget moyen est de 22 000 $. C'est une étude qui est très récente, qui date de 2024, qui est une enquête qui est faite régulièrement, à peu près tous les 6-7 ans par AWID, et qui est une de ces études phares, qui est Où est l'argent pour les organisations féministes de femmes. Elle a été établie sur 1174 organisations dans 129 pays, et on montre que le budget moyen est de 22 000 $, ce qui est pas peu ou trop différent de ce qui est l'étude qu'elles avaient menée en 2012, où elles trouvaient que ce budget moyen était de 20 000 $. Donc, on n'a pas beaucoup progressé, naturellement, et là-dedans, quand on voit à peu près les chiffres, là, je ne sais pas si vous pouvez voir ma souris en même temps, mais effectivement, on voit qu'il y a 14% d'associations qui ont zéro budget, hein, c'est-à-dire qu'elles travaillent en utilisant le bénévolat, et on sait ce que ça signifie pour des femmes qui travaillent à la maison, qui travaillent dehors, et qui après consacrent du temps pour militer. Ben, c'est pas comme ça qu'on va beaucoup avancer, ça c'est clair. Et 5% seulement d'entre elles ont des budgets supérieurs à 1 million d'euros. Alors, tout ça pour vous dire que, évidemment, les choses avancent, et avancent doucement, ou trop peu. En tous les cas, ils progressent trop lentement. Vous me direz, on a tout à fait le temps. Ben, pourquoi pas? On a attendu des millénaires. On peut attendre encore quelques millénaires supplémentaires. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est que nous n'avons pas tant de temps que ça, quand on regarde ces associations qui n'ont ni de soutien de fonctionnement, qui n'ont même pas une vision sur le long terme, et qui pourtant sont à l'avant-garde et on va dire tout devant dans la lutte qui est menée à l'heure actuelle contre les mouvements anti-genre. Parce que contrairement à ces associations, le mouvement anti-genre, lui, progresse très rapidement, puisque les dernières données faites par Nail Data à l'époque, qui est en 2021, qui est le directeur du Forum parlementaire européen, avait montré qu'entre 2009 et 2018, qui est une période de 9 ans, vous voyez, qui s'étale sur 9 ans, il y avait 707 millions de dollars qui étaient alloués à des financements du mouvement anti-genre. Eh bien, sur une période encore plus courte, le mouvement anti-genre a effectivement évolué encore plus rapidement, puisque sur les 4 dernières années, il a explosé, et il reçoit des financements encore plus grands, qui sont de l'ordre de 1,18 milliard de dollars. Alors, la différence fondamentale entre ces deux périodes, comme le dit si bien Nail Data, et j'utilise ces mots parce qu'ils sont vraiment très précis et précieux pour ça, c'est qu'on est passé finalement d'actions qui étaient menées par des petits groupes religieux, conservateurs,
et qui finançait effectivement ce type d'idéologie, a un projet politique d'envergure qui est totalement assumé, structuré, qui est doté de moyens, je dirais, très très importants, et aussi une coordination internationale. On le voit bien maintenant dans les partis politiques qui avancent ces idées-là. Et alors, le mouvement anti-genre, naturellement, il cible, comme d'habitude, toujours les mêmes, c'est à savoir le mouvement féministe et les droits des femmes. Et la situation, on le voit bien, hein, cette structuration internationale, on le retrouve bien dans ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'arrivée de Trump, avec le Global Gag Rule, qui, je le définis pour celles et ceux qui ne connaissent pas très bien, c'est une politique qui a été instaurée par les États-Unis donc récemment et qui interdit à toute organisation étrangère recevant des fonds, ne serait-ce qu'un dollar, de conseiller, militer, fournir des services d'avortement et on va dire plus globalement, évidemment, on parle des droits reproductifs et de la santé, évidemment, des femmes dans ce domaine-là. Ben, la conséquence, c'est que ça a donné une catastrophe au niveau, parce qu'effectivement, il y avait plein de programmes provenant des États-Unis qui finançaient des ONG, des organisations, des programmes de santé, etc., qui ont perdu des équipes entières de salariés, qui ont été limogés parce que les fonds ont été coupés et ça a aussi provoqué des insistances au niveau des fondations. Et ça a provoqué aussi une demande encore accrue auprès de ces fondations pour pouvoir combler un peu ce manque et ce budget que n'ont plus maintenant toutes ces organisations. Alors voilà, pour vous dire dans quel contexte aujourd'hui on est en train d'avancer et que plus que jamais cette coalition pour une philanthropie féministe est nécessaire, importante, pour pouvoir progresser dans ce domaine. Mais il nous a semblé quand même important, c'est là où on va commencer par introduire donc la première étude, il nous a semblé quand même important avant de donner un sentiment sur ce qu'est la philanthropie en France, c'est d'avoir des chiffres clairs, nets, une stratégie scientifique pour voir quel était l'état de l'égalité, évidemment, comment, en tous les cas, la philanthropie en France s'investit dans l'égalité de genre. Et pour ça, on a demandé à l'agence phare, évidemment, de pouvoir mener cette étude. Et je vais donner donc la parole à Clémence Perronnet. Bonjour Clémence, de nouveau. Bonjour. Je te présente d'abord juste rapidement. Donc, tu es sociologue, chercheuse à l'agence phare, tu es spécialiste de la sociologie des sciences, du genre, de l'éducation et de la culture. Tu as mené plusieurs publications dont La bosse des maths n'existe pas et Les matheuses, les FIF sont l'avenir des maths. On aurait aimé t'entendre là-dessus, mais ça, j'espère que ça sera pour une prochaine fois. Tu es actuellement chercheuse à l'agence phare, une agence d'études de recherche et de conseil spécialisée dans l'évaluation des politiques publiques. Et tu as mené pour la CPF, donc cette étude, je te laisse en parler. Je vais couper tout de suite mon écran pour que tu puisses. Merci beaucoup, Fosia. Je vais partager de mon côté la présentation que vous devriez voir apparaître à présent. Oui, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup pour cette introduction. Comme Fosia l'a expliqué, je représente aujourd'hui notre équipe de chercheuses, de sociologues au sein de l'agence phare. J'ai mené ce travail sur l'égalité de genre dans la philanthropie en France avec mes collègues Manon Régard-Petit et Camille Allais, à la demande donc de la Coalition pour une philanthropie féministe. Et comme l'a bien présenté Fosia, on a vraiment voulu explorer
le décalage qui existe actuellement au sein de la philanthropie entre l'importance et l'urgence des enjeux en matière d'égalité de genre. Alors, et pour définir ce que c'est, c'est le principe selon lequel les femmes, les hommes et les minorités de genre doivent être traités de façon égale et sans discrimination. Et il y a donc un décalage massif entre l'importance de ces enjeux et l'ampleur des investissements dans la philanthropie. Pour vous présenter cette étude, je vais faire une brève introduction qui rappellera le contexte dont nous sommes partis et la problématique que nous avons posée. Puis, je vous présenterai quelques-uns des chiffres clés qui sont issus de notre travail. Il y aura un temps d'analyse pour expliquer ce que vous allez voir être un résultat clé de notre étude, qui est le faible engagement global de la philanthropie en faveur de l'égalité de genre. Et enfin, je terminerai sur les pistes pour agir à l'avenir et essayer de renforcer cet engagement, justement. Mais pour commencer et pour vous dire un mot de la façon dont nous avons mené l'enquête, voici d'abord les constats et la problématique dont nous sommes partis. Donc, comme je le disais, on est parti de, et Fosia l'a bien présenté, l'existence de ce décalage, de ce paradoxe entre l'importance des enjeux et l'ampleur des investissements, avec le résultat que nous avions au début à l'échelle mondiale, qui est que seulement 8% des financements philanthropiques soutiennent l'égalité de genre. Et ce qui nous a semblé intéressant, quand on a également fait une revue de la littérature en sociologie, en histoire, sur la philanthropie, c'est de constater que la philanthropie, c'est un milieu qui est extrêmement féminisé, dans lequel les femmes jouent un rôle prépondérant à tous les niveaux. Et pourtant, c'est un milieu dans lequel la lutte pour leurs droits, pour les droits des femmes, est très insuffisamment soutenue. Donc ça nous a amené à ces problématiques-là. Euh, Quelle est la place de l'égalité de genre dans la philanthropie en France? Mais surtout, comment expliquer qu'elle reste finalement, vous allez le voir, sous-financée en dépit de toute cette implication des femmes dans le milieu philanthropique? Alors, pour mener à bien cette étude, on a mobilisé en fait une méthodologie qui repose sur trois volets. D'abord, on a produit et diffusé un questionnaire que l'on a envoyé à l'ensemble des structures philanthropiques distributives, soit françaises, soit qui investissent en France. Et alors, on pourra en reparler dans les limites méthodologiques, mais on a été confronté à une assez importante réticence, en fait, de la part de ces structures à répondre au questionnaire. Néanmoins, on a été finalement assez satisfaite d'obtenir la réponse de 127 structures, dont 65 qui étaient impliquées dans le financement de l'égalité de genre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a donc un échantillon dans lequel vont être surreprésentées celles qui financent l'égalité de genre. Dans ce questionnaire, on avait des questions sur l'implication, des questions sur les thématiques financées. Et vous allez le voir, ça nous permet d'avoir vraiment un coup d'œil très intéressant sur les pratiques de l'ensemble de la philanthropie. La deuxième source que l'on a mobilisée, c'est une base de données que l'on a constituée à partir des documents qui nous ont été remis par les membres de la coalition pour une philanthropie féministe. Ça nous a permis de récolter pour l'année 2023 les données vraiment détaillées de 53 structures qui financent explicitement l'égalité de genre. Donc ça, c'était deux volets quantitatifs de l'étude. Enfin, on a travaillé de façon qualitative en menant une enquête auprès de 20 structures philanthropiques euh, représentées par des personnes que nous avons interviewées individuellement ou collectivement. Et donc ici, on avait quelque chose de plus intéressant pour aller plutôt dans la finesse de la compréhension des raisons et des motifs des financements. Voilà pour la méthodologie. Je vais donc commencer par vous présenter certains des chiffres clés qui sont issus de notre enquête et notamment de notre enquête quantitative. Euh, un des résultats les plus importants que nous avons dans cette étude, c'est que seulement 7% des fonds distribués par la philanthropie ciblent l'égalité de genre. Je vais commencer par détailler cela et je reviendrai ensuite plutôt sur les pratiques des structures qui sont les plus impliquées. Mais pour commencer avec ce résultat clé, qui est qu'actuellement, seulement 7% des fonds distribués par la philanthropie ciblent l'égalité de genre, eh bien, c'est un chiffre auquel on a pu arriver en partant de notre questionnaire et de notre analyse pour montrer que finalement, les trois quarts des structures philanthropiques déclarent qu'elles ne financent pas du tout
ou qu'elles financent de façon minoritaire des projets qui sont construits en faveur de l'égalité de genre. Donc parmi celles qui nous ont répondu, on a 43% des structures qui disent qu'elles financent aucun projet, 29% pour lesquelles c'est une minorité de projets, et comme vous le voyez sur le graphique, on a 12% de structures dont la majorité des projets financés visent l'égalité de genre, et 16% pour lesquelles c'est le focus de l'activité. Et cela, ça nous a permis en fait de faire une estimation du montant des subventions explicitement engagées. Alors, on a utilisé nos deux sources quantitatives, d'un côté le questionnaire, de l'autre côté l'analyse des bases de données, et on est arrivé, vous le voyez en note, à estimer en fait un montant, une estimation annuelle du montant réservé à la lutte pour l'égalité de genre, et on a comparé cela à l'estimation globale la plus récente de l'Observatoire de la philanthropie de la Fondation de Sciences. Et c'est ça qui nous permet d'arriver à ce résultat clé de seulement 7% de fonds distribués pour l'égalité de genre. Ensuite, on s'est intéressé aux structures que vous voyez affichées ici en vert. C'est-à-dire qu'on a fait un focus sur les structures philanthropiques qui disent oui, nous finançons au moins certains projets qui visent l'égalité de genre. Et parmi ces structures, donc si je me focalise sur les structures qui financent le genre, ici, un de nos résultats clés, c'est qu'on n'est pas du tout face à un groupe homogène. Il n'y a pas de pratique commune, il n'y a pas de consensus dans les façons de faire au sein des structures financeuses du genre. Ce qu'on a constaté, c'est qu'elles avaient des profils, des pratiques, des engagements qui étaient très variables, mais qui étaient aussi très polarisés. Et donc, nos données nous ont permis de constater que parmi les acteurs et les actrices de la philanthropie qui financent l'égalité de genre, en fait, un tiers le font de façon vraiment marginale. Vous le voyez ici, parmi celles qui disent oui, nous, de temps en temps, on finance des projets qui soutiennent l'égalité de genre, il y en a 36% pour qui ça revient à un investissement qui représente moins de 10% de l'ensemble des financements alloués. Donc le genre, c'est vraiment une toute petite partie. À l'inverse, il y a seulement un quart des structures qui consacrent plus de la moitié de leur budget à la lutte pour l'égalité de genre. Et donc, vous voyez, se créent ainsi deux pôles, on va dire, avec des acteurs très impliqués et d'autres pour qui, au contraire, le genre est vraiment une toute petite partie de leur activité. Les autres résultats que nous avons, ils concernent les structures qui sont les plus engagées, c'est-à-dire celles qui sont les plus actives. Et là, en particulier, les 53 pour lesquels nous avons pu étudier dans le détail les tableaux de bord et les bases de données de subvention. Et là, nous avons aussi eu des résultats qui étaient particulièrement intéressants sur ce qui fait le propre, sur ce qui fait la spécificité de ces acteurs de la philanthropie les plus engagés en faveur de l'égalité de genre. On a constaté qu'il y avait trois grandes catégories de choses qui les distinguent, qui font leur spécificité. Il y a d'abord la façon dont elles financent les projets, leur modalité de financement. Ici, on a constaté grâce à ce travail que les structures qui sont les plus engagées en faveur de l'égalité de genre, elles ont pour spécificité de davantage recourir à des financements non fléchés et de moins donner des petits financements, c'est-à-dire des financements inférieurs à 10 000 euros annuels. Donc on voit que ça, c'est quelque chose qui les caractérise, des modalités de financement donc un peu plus favorables et surtout plus flexibles parce que non fléchées. Les autres caractéristiques de ces structures les plus engagées, elles concernent les publics qu'elles visent et les thématiques qu'elles soutiennent. Du point de vue des publics, on a vu que les structures les plus engagées en faveur de l'égalité de genre, ce sont aussi celles qui sont les plus engagées, finalement, de façon intersectionnelle, envers les femmes racisées, envers les femmes concernées par la prostitution ou la traite humaine, et enfin, envers les publics des minorités de genre, les publics LGBTQIA+. Et ça, c'est vraiment une spécificité des structures les plus engagées. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'on a une polarisation parmi les acteurs de la philanthropie qui soutiennent l'égalité de genre entre des acteurs peu impliqués et des acteurs très impliqués, et cette polarisation, elle se voit aussi beaucoup sur les publics. Là où les plus impliqués soutiennent ces publics, les moins impliqués, au contraire, tendent à les mettre de côté dans les projets qu'ils financent.
Enfin, on retrouve cette même polarisation et cette même distinction sur les thématiques, avec les structures les plus engagées, en fait, enfin, l'ensemble des structures vont surtout financer, pardon, les droits économiques et professionnels, l'éducation et la formation et la lutte contre les violences faites aux femmes. Et là où on a une distinction des structures les plus engagées, ça va être sur la question des droits reproductifs et sur la question de l'action politique. Ici, pour nous, c'était un résultat particulièrement intéressant parce que ça veut dire qu'un sujet aussi important et qui, de l'extérieur, peut sembler faire aussi consensus que les droits reproductifs, ben, on se rend compte qu'en fait, c'est un sujet qui est approprié par une toute petite minorité de structures et seulement par les plus engagés. Voilà, je pourrais revenir, si vous le souhaitez, tout à l'heure un peu plus dans le détail sur ces distinctions entre publics et thématiques, mais c'était pour l'instant les grandes lignes pour que je puisse vous dire maintenant un mot de ce qu'on avance comme explication et de la façon dont on analyse ce que, vous le comprenez, est finalement un faible engagement de l'ensemble du milieu philanthropique pour l'égalité de genre. On a identifié ici trois facteurs explicatifs de cette place toujours minoritaire de l'égalité de genre dans la philanthropie. Et ces trois facteurs, ce sont un décalage important entre les discours et les pratiques, puis finalement, malgré tout, le reflet de la moindre place des femmes à des postes clés, à des postes de direction, et enfin, Fauzial a déjà évoqué la montée et l'activité actuellement forte des conservatismes. Donc notre premier facteur d'explication, c'est l'existence d'un décalage particulièrement important en fait entre les discours et les pratiques. Ici, notamment grâce à l'enquête qualitative qu'on a menée, on a pu constater qu'il y avait beaucoup plus de déclarations d'intention que d'actions réelles. C'est-à-dire qu'on a pas mal de structures qui, y compris dans le questionnaire aussi, se déclarent comme étant féministes ou se déclarent comme étant en faveur de l'égalité de genre, mais finalement ne structurent cet enjeu que de façon très marginale. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça nous permet de voir que finalement, il peut y avoir une illusion d'adhésion, mais aussi une illusion de l'importance de la place donnée à l'égalité de genre dans la philanthropie qui ne se reflète pas ensuite dans la pratique. Et puis, on voit qu'il y a aussi un autre phénomène qui est que certains des financements qui sont présentés, qui sont étiquetés comme étant en faveur de l'égalité de genre, en réalité sont porteurs d'une vision très essentialisante et très homogène des femmes. Et au final, en fait, c'est pas tellement des financements qui visent à lutter pour les droits des femmes, mais ce sont plutôt des financements qui cherchent à passer par les femmes et à les utiliser comme des outils pour une autre intention, pour un autre but. Par exemple, pour l'éducation des enfants ou par exemple pour soutenir des problématiques environnementales. Donc là, on voit qu'il y a une espèce de confusion aussi entre soutenir la cause des femmes et financer des projets dans lesquels il y a des femmes, mais finalement dans lesquels les femmes sont surtout considérées comme des courroies de transmission de la volonté philanthropique. Donc là, on voit que manque toujours finalement, de façon globale, une approche vraiment transversale et une approche vraiment stratégique du genre, qui est pourtant le fondement nécessaire à une vraie progression de l'égalité. Ça, c'est vraiment rare, toujours dans la philanthropie française. Et on avait demandé aux structures comment elles étaient engagées. Et un résultat clé, c'est que les structures complètement engagées, à la fois financièrement, c'est-à-dire qu'elles donnent plus de la moitié de leur financement pour l'égalité de genre, mais aussi politiquement, c'est-à-dire qu'elles portent une vision féministe, et enfin stratégiquement, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte le genre dans toute leur stratégie de financement, et bien tout cela une prise en compte du genre financière, politique et stratégique, finalement, ça ne représente que 17% de tout notre échantillon de structure et ça reste très minoritaire. La deuxième explication à cette place minoritaire du genre, c'est qu'elle est le reflet, on a pu le constater, d'une moindre présence des femmes à des postes de direction. Comme je vous le disais en début de cette intervention, la philanthropie, c'est un milieu qui est massivement féminisé. On a plus de 80% des salariés qui sont des femmes dans les structures qu'on a enquêtées, puis ça rejoint complètement d'autres données que l'on a sur le secteur. Mais comme souvent, et comme du fait du phénomène bien connu du plafond de verre, plus on monte dans les hiérarchies et moins il y a de femmes. Donc elles vont composer certes toujours la moitié des conseils d'administration, mais elles deviennent minoritaires au statut de présidence.
Et là, ce qui a été particulièrement intéressant comme résultat, c'est qu'on a identifié une corrélation claire entre le fait d'avoir des femmes à des postes de présidence et à des postes de direction et le fait que les structures philanthropiques soient engagées en faveur de l'égalité de genre. Donc là, il y a un vrai levier aussi à activer au niveau de la représentation des femmes dans les postes de direction des structures philanthropiques. Et enfin, et cela rejoint complètement ce que Fausia nous disait en introduction, on voit que le fait que l'égalité de genre ne progresse pas davantage dans les programmes de financement, dans la stratégie des structures, c'est directement lié à la montée des conservatismes et à un contexte, alors bien sûr, de réduction des fonds publics, mais à un contexte qui est vraiment celui d'une crainte d'afficher des positionnements qui soient progressistes. Par exemple, la crainte de se définir comme étant féministe. On est dans une période très forte de marginalisation des mouvements en faveur de l'égalité. Et à l'inverse, les positionnements anti-droit ont gagné en légitimité et ça devient difficile sur le terrain de porter ouvertement et de porter explicitement ces enjeux-là. Et tout cela s'incarne dans un terme que je pense que vous connaissez bien, qui est celui de gender fatigue, c'est-à-dire la lassitude au genre. Et finalement, toute notre étude, elle nous montre tout ce que ça cache, cette notion de lassitude au genre, c'est-à-dire l'idée qu'on aurait déjà assez fait, alors que, on l'aura bien compris, en fait, on en fait absolument pas assez encore. Et, euh, et cette lassitude-là, elle devient un argument pour freiner pour freiner les avancées, alors qu'elles ne reposent sur aucun fondement, puisque l'implication réelle est très minoritaire. Et ça, je trouve ça très intéressant. On peut faire le parallèle avec ce qui se passe en milieu académique, où il y a eu beaucoup aussi de gender fatigue, où on a dit le genre, maintenant, c'est devenu le sujet principal en sociologie, en histoire, on ne parle que du genre, il y a du genre partout. Et récemment, une enquête qui a été menée a montré que ce n'était absolument pas le cas et que dans le milieu académique comme en philanthropie, le genre est en fait extrêmement minoritaire. Mais là, on voit comment la montée des conservatismes et l'activité des mouvements anti-droit et anti-genre, ça a aussi permis à rendre acceptable cet argumentaire qui voudrait que le genre est partout et qui n'est fondé sur aucune réalité. Pour finir cette intervention, je voulais vous laisser avec les préconisations que l'on a formulées. Alors, dans un premier temps, à destination de la Coalition pour une philanthropie féministe, mais c'est l'intention aujourd'hui plus largement auprès du secteur de la philanthropie pour essayer de surmonter ces obstacles et de sortir l'égalité de genre de cette place minoritaire qu'elle occupe. Ici, on a vu qu'il y avait, enfin tout cela, tous les constats issus de l'enquête nous ont confirmé l'importance d'une action qui soit très collective, mais aussi très structurante pour que l'égalité de genre soit mieux prise en compte dans la philanthropie. Il y a plusieurs actions possibles pour que le genre soit un enjeu vraiment transversal et pour fédérer, pour outiller les structures qui existent déjà. Il y a d'abord un enjeu d'information, et bien sûr, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Je pense qu'on est en plein dedans, informer justement pour battre en brèche les idées reçues, pour avoir des chiffres fiables, pour savoir vraiment de là où on parle. Ensuite, plaider pour la prise en compte du genre comme un enjeu transversal et pas comme une thématique parlée comme les autres, et pas non plus, comme on le disait tout à l'heure, comme un moyen pour parvenir à d'autres fins. Cette enquête nous a aussi permis de constater que les données sont encore lacunaires et très difficiles d'accès, qu'il y a encore beaucoup d'opacité aussi dans la distribution des fonds côté philanthropie. Donc là, on a besoin d'inciter à la production et à la diffusion de meilleures données. Il y a aussi le besoin de renforcer très fortement les discours progressistes, de mieux les organiser pour faire face à la très bonne organisation et à la très grande efficacité des discours conservateurs et des discours contre euh, toute une série de droits des femmes et des minorités de genre. Et enfin, on a à l'issue de cette enquête proposé un certain nombre d'outils pour lever les freins, promouvoir les bonnes pratiques, et on espère que la coalition pour une philanthropie féministe sera un des premiers points de ralliement et un des acteurs qui permettra de créer ce collectif et de fédérer dans cette direction. Et je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup Clémence pour ces résultats, nous qu'on a trouvés déjà, puisqu'on les connaît déjà depuis un petit moment, mais c'est la première présentation de ces résultats, il faut dire, et c'est la première enquête du genre qui a été faite dans ce domaine-là sur la philanthropie en France, aussi, on va dire, développée et aussi analytique. Donc oui, nous sommes vraiment très contentes de cette enquête, même si on pense bien sûr qu'il y a trop peu de financement, comme tu le disais si bien, ce n'est pas encore suffisant et donc on a un travail à mener, mais on reviendra sur cette enquête dans le débat parce qu'on aimerait avoir aussi une large place à ce débat. Donc merci Clémence. Et puis, je vais me tourner vers Anne-Cécile Maillefer. On vient de voir que la philanthropie privée s'investit très peu. On a vu que ces dernières années, les restrictions budgétaires ont été, en tous les cas en termes de politique publique, là encore, on n'investit pas assez et que les dernières restrictions budgétaires ont eu des conséquences assez désastreuses. C'est ce que vous montrez dans une étude absolument phénoménale et qui est frappante. Donc, nous, on le voit, bien sûr, toutes les fondations qui travaillent avec uniquement les associations, on le voit évidemment, hein, et on observe ces conséquences, mais je trouvais que c'était vraiment très intéressant de le présenter dans cette étude-là, où on fait vraiment, on se base vraiment sur des choses qui sont beaucoup plus rationnelles. Alors, Anne-Cécile, rebonjour, bien sûr, encore une fois. Tu es la présidente de la Fondation donc des femmes. Tu es reconnue d'ailleurs comme expert dans le domaine des violences faites aux femmes. Et tu es également chroniqueuse hebdomadaire sur France Inter, autrice de 2 ouvrages féministes et chevalière des arts et des lettres. La fondation que tu présides a été créée en 2016. Elle œuvre, comme on le sait, pour l'égalité entre les femmes et les hommes et pour mettre fin aux violences que subissent les femmes. Depuis que vous avez été créé, vous avez versé 14 millions et soutenu plus de 650 initiatives. Vous apportez donc non seulement un soutien financier, mais juridique, matériel aux associations de femmes et féministes. En parallèle de ça, la Fondation mène, on le sait depuis plusieurs années, un plaidoyer constant auprès des institutions publiques pour dégager plus de ressources pour les organisations de femmes, entre autres. Vous publiez régulièrement un rapport avec vos partenaires. Où est l'argent pour lutter contre les violences, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur votre site. Et vous venez, bien sûr, la Fondation vient de publier une excellente enquête, Ne leur fermons pas la porte, et qui alerte sur les conséquences dramatiques des récentes restrictions budgétaires, Anne-Cécile. Je vais te laisser la parole pour nous en parler en long et en large. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi au Centre français des fondations pour l'organisation de ce webinaire, parce que c'est effectivement un moment crucial. Vous l'avez toutes et tous souligné depuis le début de ce webinaire, ça, je vais pas y arriver, que nous sommes en train de vivre, et le rôle des fondations est à mon sens. Allô? Coucou, oui. Ça va? Ouais, le 26. Attends. Oui, pas de problème. S'il vous plaît, pourriez-vous fermer votre micro, s'il vous plaît? Est-ce que tout le monde pourrait fermer son micro? Merci. Et du coup, c'est un moment effectivement absolument crucial. Donc, la Fondation des femmes, merci beaucoup Fausia pour cette introduction. C'est une fondation qui a moins de 10 ans, enfin, qui va avoir 10 ans. On va fêter nos 10 ans en mars 2026. Et je serais ravie d'ailleurs de le fêter à vos côtés. On a créé cette Fondation des femmes. On était des militantes, des bénévoles, et on voyait bien, on sentait bien qu'il y avait un vrai sujet financier, en fait, de manque de financement structurel pour les associations féministes, puisqu'on le vivait tous les jours dans nos associations, et on s'est dit il faut absolument qu'on crée en fait une fondation grand public. Existait déjà le Fonds pour les femmes en Méditerranée, la Fondation Raja, quelques fondations d'entreprises, mais en tout cas il n'y avait pas encore de fondation grand public qui collecte, qui organise en fait des collectes auprès du grand public pour pouvoir les reverser aux associations, et une fondation également dont les associations féministes peuvent se sentir totalement partie prenante. Comme tu le rappelais, Fausia, nous avons effectivement reversé à ce jour plus de 14 millions d'euros.
Donc, chaque année, on a pu reverser plus, puisque chaque année, nous avons pu collecter plus, ce qui peut sembler une somme tout à fait intéressante. Néanmoins, c'est en réalité très peu, non seulement au regard des besoins, non seulement au regard de ce qu'on a face à nous, mais aussi au regard de ce que, sur d'autres causes et sur d'autres sujets, le secteur philanthropique est en capacité de mobiliser en France. Parce que nous finançons plus de 600 associations, initiatives féministes partout en France, je vais nous avons à la Fondation des femmes l'opportunité d'avoir une vision assez générale sur le secteur féministe, droits des femmes, lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, je vais vous partager effectivement quelques constats. On en fait des études, bien sûr, ce qui permet aussi de partager ces constats et de les objectiver. Alors, pour bien comprendre le secteur féministe aujourd'hui, pour le résumer, je dirais qu'il est premièrement submergé de demandes. Et ça, en particulier depuis MeToo, et j'expliquerai un petit peu plus, qu'il est ensuite particulièrement attaqué. Et ça, je ne reviendrai pas dessus parce que Fauzia l'a expliqué en introduction avec l'excellent rapport de Nil Data. Et je vous encourage vraiment à lire ce rapport sur les financements des mouvements anti-genre par la philanthropie conservatrice, extrêmement conservatrice, qui existe aussi. Mais c'est aussi un secteur qui est étranglé. Donc là, je partagerai avec vous les résultats de notre étude sur la manière dont, là, en 2025, les financements de l'État et des collectivités manquent cruellement. C'est aussi un secteur qui est étouffé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête, étouffé dans le sens la visibilité et l'accès à la parole, ou en tout cas l'accès aux oreilles des gens, qui a été le moteur formidable de MeToo et de toute cette avancée extraordinaire ces 10 dernières années, est malheureusement en train d'être volontairement stoppé dans son élan par, entre autres, les récentes décisions du groupe Meta, mais aussi le rachat de Twitter par Elon Musk, qui fait qu'aujourd'hui et dans les semaines et les mois et les années à venir, ça va être très difficile pour toutes ces structures d'être entendues, non seulement sur leurs difficultés, mais également sur les violences et sensibiliser le public. Et ça, je pourrais vous en dire aussi 2 mots. Bref, et je terminerai en vous disant que dans ce contexte-là, qui paraît effectivement très noir, et Benjamin Blavier, c'est vrai que c'est vrai que nous, les féministes, on a l'habitude en fait des backlash. Donc c'est vrai qu'on pourrait résumer ça en keep cool, be féministe. Mais en fait, on sait qu'on peut survivre à ça, et on sait qu'on peut survivre à ça parce qu'on sait et parce qu'on souhaite mobiliser et garder espoir et mobiliser autour de nous. La philanthropie, en tout cas, a un rôle clé pour nous aider à garder espoir et pour nous aider à garder notre indépendance, une certaine indépendance financière pour tous nos combats et à tenir bon. Donc, ça, c'est un peu la manière dont je vais structurer mon intervention. Donc, je vais déjà parler du coup de la manière dont le secteur féministe est absolument submergé, en vous donnant quelques chiffres pour que vous ayez un peu une idée de ce qu'on veut dire. En matière oui. S'il vous plaît, pourriez-vous fermer votre micro? Merci. Quand on parle de violences faites aux femmes, hein, on parle de centaines de milliers de femmes chaque année qui sont victimes de violences. Plus de 90 000 femmes majeures sont victimes de violences sexuelles par an, par exemple. Donc, c'est des chiffres qui sont très importants, et ces violences vont nécessairement vont générer des besoins. Sur le seul sujet des violences sexuelles et sexistes, donc violences conjugales, violences sexuelles, nous avons fait un rapport sur ce sujet en essayant de voir qu'est-ce que ça voudrait dire, et en prenant en compte bien sûr les sujets de prévention, mais aussi de réparation. Nous avons chiffré les différents programmes, projets, ce qu'il faudrait que l'État fasse pour subvenir à ces besoins, aux besoins au minimum, à minima juste des femmes qui veulent parler et porter plainte, pas de celles qui préfèrent ne pas le faire. Il faudrait 2,6 à 5,4 milliards d'euros. Et aujourd'hui, l'État investit 184 millions d'euros. Donc, vous voyez la différence entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'il faut. Et depuis MeToo, il y a 3 fois plus de femmes qui vont porter plainte pour les violences sexuelles, par exemple. On est passé de 12 000 plaintes pour viol à 36 000 plaintes pour viol
Donc, on voit bien et on imagine bien que ça veut dire plus de femmes dans les commissariats, plus d'enquêtes, plus d'enquêteurs, plus de procès, plus de tribunaux. En tout cas, ça devrait être ça, mais ça n'est pas ce qui est en train de se passer. Et du côté des associations, elles sont submergées par les demandes du coup des femmes qui ont besoin évidemment d'accompagnement juridique, psychologique. On leur dit allez-y, portez plainte, quittez votre mari. Ok, mais du coup, ça veut forcément dire aussi un travail qui va être triplé, quintuplé pour les associations qui leur viennent en aide. Et là, je ne parle que des associations qui sont des associations de terrain qui viennent en aide aux femmes victimes de violences, puisque sur l'égalité femmes-hommes, comme vous l'avez tous et toutes aussi très, très justement rappelé, pour mettre un terme aux violences faites aux femmes, il faut absolument prendre ce problème dans son intégralité et donc traiter de la question de l'égalité, des stéréotypes de genre, de l'égalité professionnelle. Et donc là, on est vraiment sur une transformation de la société qui devrait normalement mobiliser l'ensemble de la société. Donc, elles sont submergées de demandes, elles sont attaquées. Donc, ça, je ne reviens pas dessus puisque Fawzia l'a bien rappelé, hein, avec des financements qui augmentent de manière extrêmement importante ces dernières années pour financer de nouvelles associations, de nouvelles structures qui d'ailleurs utilisent un peu le faux nez des femmes, de la lutte contre la précarité des femmes, contre la détresse des femmes enceintes, etc., pour en réalité avoir un projet extrêmement conservateur, réactionnaire. Et on a en France le cas en particulier, évidemment, du financement par Pierre-Édouard Stérin d'un certain nombre d'associations qui viennent attaquer en fait les droits des femmes et ce pourquoi les associations féministes se sont battues longtemps. Ces associations, en plus, elles sont attaquées, elles sont submergées, mais elles sont étranglées financièrement. En particulier, cette année, en 2025, on voit un changement brutal en 2025 par rapport à ces dernières années. Nous nous étions battus depuis la création de la Fondation des femmes, non seulement pour alerter le public en disant vous pouvez faire des dons, mais aussi évidemment en participant de manière tout à fait très fière à cette coalition pour une philanthropie féministe, mais aussi on se tourne toujours vers l'État pour dire mais vous aussi l'État, vous devez faire quelque chose. Et on avait pu voir ces dernières années, grâce à nos efforts, au Grenelle des violences conjugales, etc., un timide mouvement quand même des financements publics. Le budget du ministère des droits des femmes était passé de 26 millions à quasiment 70 millions à ce jour, entre guillemets, puisque nous n'avons pas de gouvernement, pas de budget, enfin bref, mais en tout cas ces derniers temps. Et là, ce que nous avons vu en 2025, c'est une sorte de coup d'arrêt à cette dynamique qui restait quand même pas suffisante, mais quand même une dynamique qui existait, qui avait produit des vrais effets d'ailleurs sur le terrain avec une baisse du nombre de féminicides. Et là, cet étranglement que nous voyons, c'est le rapport que nous avons fait en septembre. Nous avons interrogé les associations qui sont dans le portefeuille de la Fondation des femmes et 148 d'entre elles nous ont répondu. Alors, les chiffres que je vais vous donner, c'est des chiffres qui concernent donc ces 148 associations, dont 122 accueillent du public. Ce que ces associations nous disent, c'est que là, cet été, par rapport à 2024, 71% déclarent une situation financière dégradée ou très dégradée. 71%. Donc, on est sur une situation qui est manifeste et qui est majeure. Sur ces sur ces 148 associations, sachant que ça n'est pas l'intégralité du secteur, on a chiffré à peu près, c'est quoi vos manques? C'est 6,7 millions environ de pertes nettes estimées. C'est 15% de baisse en moyenne des subventions et les baisses principales, elles viennent des conseils départementaux. On a par exemple l'exemple de la Drôme qui est extrêmement frappante puisque la Drôme a décidé en ce début d'année d'arrêter de financer les centres de santé sexuelle et donc ce sont 7 centres de santé sexuelle en ruralité qui ont fermé dans la Drôme. Donc il n'y en a plus en ruralité dans la Drôme de centres de santé sexuelle. C'était pour vous donner un petit peu une image de ce que c'est une petite permanence par exemple dans la ville de Die avec 2 après-midi par semaine une conseillère conjugale qui venait, qui pouvait répondre aux questions sur la contraception, mais aussi sur les violences dans le couple. Et ça, c'est fermé. Donc, les dames, maintenant, qui habitent cette ville, doivent faire 1 heure, 2 heures, parfois de voiture. Elles n'ont pas forcément de voiture, pas forcément le permis. On sait ce que c'est les violences faites aux femmes. C'est évidemment aussi difficile, en particulier pour elles, et particulièrement dans les territoires ruraux. Alors, j'insiste un peu sur les territoires ruraux parce que c'est là où, malheureusement, on voit le plus d'associations accompagnatrices en milieu rural qui déclarent devoir fermer des permanences. 72%
des associations déclarent fermer des permanences en zone rurale, sachant que alors qu'il y a un tiers de la population en zone rurale, c'est là où se concentrent 50% des féminicides. Et pourtant, c'est ces endroits-là dans lesquels, en 2025, la majorité des conséquences de ces baisses de subventions vont avoir lieu. Donc, on voit qu'il va y avoir 50% des associations ont prévu ou ont déjà réduit leurs activités. 30% ont prévu de fermer des permanences, et donc particulièrement au milieu rural, et 50% ont déjà réduit ou envisagent une réduction de la masse salariale. Pour vous donner aussi une comparative, 6,7 millions d'euros pour ces 148 associations, c'est environ 6 000 personnes qui ne pourront pas être accompagnées. Ces baisses de financement, ces structures, cette fragilisation, elle a plusieurs raisons. Des coupes budgétaires de conseils départementaux, de communes, etc., mais aussi des problématiques de retard de versement. Et en fait, c'est un secteur, pourquoi ce secteur, on en parle, pourquoi ce secteur, il souffre tout particulièrement, là, en 6 mois, il peut être mis en très grande détresse, parce que comme le rappelait, je crois, Fauzia tout à l'heure, les budgets des associations qui sont sur ce terrain-là sont très faibles. Déjà, structurellement, on est sur un secteur où ce sont des associations qui n'ont pas de sous, donc qui n'ont pas de trésorerie, qui ont très peu de réserves, qui déjà s'appuient énormément sur le bénévolat. Et donc, c'est des associations qui ne peuvent pas encaisser ce genre de choc, c'est-à-dire de dire, en fait, je vais vous financer dans 8 mois. Même des structures qui sont parmi les plus confortablement installées, par exemple, le Centre d'information des droits des femmes et des familles de Paris n'a pas pu payer son loyer pendant 3 mois, a dû arrêter les permanences psychologiques là déjà en 2025. Donc, on voit que ce sont des structures qui sont extrêmement fragiles, qui répondent à des besoins sociaux énormes, parfois des femmes qui sont quand même en danger de mort. Et donc, quand il y a des coupes budgétaires, des retards de subventions, des retards de versement, l'État et les collectivités, les pouvoirs publics en général, c'est 90% de leur budget. Elles ont très peu de soutien du secteur philanthropique et donc ce sont des associations qui vont très vite, très mal. Avant de finir mon intervention, je voudrais juste, pour vous faire prendre conscience aussi à quel point c'est important que le secteur philanthropique se mobilise à leur côté et aux côtés des femmes et des droits des femmes en général, juste finir en insistant sur cet aspect que vous allez bientôt, que vous commencez peut-être à ressentir et que vous allez bientôt ressentir, en plus de la gender fatigue, et donc de ce petit courant d'air qu'on entend, bon, ça va, on a assez parlé des femmes, maintenant parlons d'autres choses, parlons des hommes. Ce qui n'est pas un non-sujet également, puisque l'égalité femmes-hommes, on ne l'atteindra pas si les hommes ne bougent pas non plus. Donc, bien sûr qu'il faut aussi s'occuper de cette question-là. Mais, parenthèse fermée, mais ce que nous voyons là, et vous le savez peut-être si vous avez suivi la mobilisation de France Générosité, les réseaux sociaux sont en train de nous faire disparaître, nous, les féministes. Les algorithmes de manière organique, c'est-à-dire avec les algorithmes, naturellement, on va dire, ce qui n'est pas naturel en réalité, quand vous faites une publication, vous pouvez être visible. Si elle est vraiment très drôle, super pertinente ou quoi, vous allez pouvoir être visible de beaucoup, beaucoup de gens. Les algorithmes, normalement, favorisent ça. Sauf que depuis plus d'1 an maintenant, les algorithmes défavorisent, donc nous mettent tout en bas. Si on parle de viol, violence sexuelle, violence conjugale, si on parle de femmes, de féminisme, en Angleterre et en Australie, si on parle de ménopause. Donc, tous les sujets féministes sont déjà un petit peu tirés vers le bas par ces algorithmes qui vont de manière artificielle nous freiner dans nos publications. À la Fondation des femmes, on avait réussi un tout petit peu à déjouer cela en payant, en sponsorisant des posts. Et ce qu'on voit, et là, Meta, donc depuis le 6 octobre, donc il y a 4 jours, Meta nous interdit de faire des publicités sur les réseaux sociaux Meta, donc Instagram, Facebook, entre autres, parce que nos publications seraient devenues politiques. Et donc, ça me fait penser à l'intervention de Benjamin Blavier tout à l'heure également. On serait devenu politique. C'est aussi, alors pas que nous, toutes les organisations de la société civile, depuis le 6 octobre, n'ont plus le droit de faire de la publicité sur des sujets sociétaux.
Et donc, nous allons avoir besoin eh bien, de moyens, en fait, pour mener cette guerre idéologique. En réalité, je ne vois pas comment l'appeler autrement, qui est en train de nous être menée. Et on a besoin de vous, on a besoin vraiment d'un sursaut, en fait, de mobilisation de la philanthropie, parce que la bagarre, elle est aussi du côté de la philanthropie. Et parce que soutenir l'accès des femmes à leurs droits, à la justice, à la santé, à l'accompagnement social, investir dans l'égalité de genre et la lutte contre les violences, c'est aussi une condition du vivre ensemble. C'est notre société qui est menacée, même dans ses fondamentaux. La paix sociale, le renforcement de la démocratie, pour ça, on a besoin évidemment de la participation des femmes, on a besoin qu'elles aient des droits, qu'elles soient protégées, qu'elles soient soutenues. Et se battre aussi à nos côtés, ça permet de contenir la montée des extrémismes, de défendre les valeurs fondamentales d'égalité et de solidarité qui sont, à mon sens, au cœur des valeurs de la philanthropie. Et cette philanthropie aussi parce qu'elle nous permet une indépendance vis-à-vis des gouvernements qui peut-être, et on le voit, eh bien, malheureusement, peuvent aussi tomber du mauvais côté. La philanthropie, ça va peut-être devenir une de les sources de notre indépendance à nous, les femmes, les féministes. Et c'est ça qui nous permettra sûrement de continuer d'avancer et de passer ces turbulences sans perdre trop de droits. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Cécile pour toutes ces données, ces informations et aussi de bien prêcher pour la coalition, pour une philanthropie féministe. Nous ne sommes pas catastrophées, nous sommes des résistantes et à ce titre-là, ce que dit Anne-Cécile est très très important, c'est-à-dire que nous devons mener cette lutte ensemble, tout ensemble et tous ensemble, car ce n'est pas rien ce qui nous attend.